21 mai 1984, désert du Mojave, Californie. Un homme en tenue orange franchit les portes du camp fédéral de Boron, surnommé Club Fed. Son nom, Gary Albert. Considéré comme l'un des plus grands copywriters de l'histoire, Albert a pourtant échoué ici, derrière les barreaux d'une prison perdue dans le désert. Mais ce que personne n'imagine à cet instant, c'est que depuis sa cellule, seul ce tolard va transformer à jamais le monde du copywriting. Avant d'être un détenu, Gary Albert était déjà une légende vivante du copyright. Dans les années 70, Gary Albert conçoit l'une des campagnes de publipostage les plus célèbres tous les temps. La lettre du Coat of Arms, ce qui signifie en français le blason familial. Cette lettre de vente d'une page, rédigée comme un courrier personnel, s'adressait aux gens en flattant leur nom de famille et leur proposait d'acheter leur blason ancêtre. Cette lettre a été envoyée des centaines de millions de fois au cours de 30 ans et pouvait générer jusqu'à 200 000 commandes par jour au plus fort de la campagne. Ce succès phénoménal permet à Gary Albert de bâtir une entreprise qu'il revend ensuite pour 75 millions de dollars, le propulsant au sommet du copywriting américain. Surnommé le prince de l'imprimé et le parrain du copywriting par ses pairs, Albert enchaîne les campagnes gagnantes. Des objets de curiosité familiale comme le blason, aux offres de services financiers ou de régimes miracles, tout ce qu'il touche semble se transformer en or. Il gagne donc des sommes colossales grâce à sa plume, vend des milliers de livres et même une newsletter payante, suivie par des entrepreneurs du monde entier. Gary Albert n'hésite pas à repousser les limites pour attirer l'attention de ses clients. Par exemple, il inclut parfois des objets insolites dans ses mailings, un petit tas de poussière, un trombone, afin de piquer la curiosité du destinataire dès l'ouverture de l'enveloppe. Sa devise, tout est bon pour donner envie de lire la lettre. Car Gary Albert le sait bien, une lettre lue est une lettre qui peut vendre. Cette créativité couplée à une compréhension fine de la psychologie du consommateur fait de lui l'un des copywriters les mieux payés de son époque. Certains même estiment qu'il a généré plus d'1 milliard de dollars grâce à ses textes. Mais malgré son génie marketing, Gary Albert va connaître une descente aux enfers aussi spectaculaire que son ascension. À la fin des années 70, grisé par le succès, il multiplie les affaires et frôle dangereusement la ligne rouge. Sa plus grande erreur, accepter l'argent de milliers de clients sans jamais pouvoir honorer toutes les commandes. En 1976, une de ses entreprises de vente par correspondance, qui proposait des livres et souvenirs du bicentenaire américain, se retrouve submergée par les achats alors qu'une campagne de publicité a bien moins fonctionné que prévu. Résultat, les caisses sont vides avant d'avoir expédié tous les produits. Des milliers de clients payent et ne reçoivent rien. Lorsque les médias s'en mêlent, les autorités postales ouvrent une enquête. Gary Albert, un homme d'affaires confiant, joue la transparence totale avec les inspecteurs. Une erreur fatale qu'il reconnaîtra plus tard. Il est alors inculpé pour fraude postale avec 2 autres associés. Ses partenaires, terrifiés, plaident coupables pour alléger leur peine, désignant Gary Albert comme le cerveau de l'affaire. S'ensuit un procès surréaliste où Gary réalise amèrement qu'aux yeux du public, son véritable crime est d'avoir trop bien réussi. Au tribunal, la pièce à conviction la plus marquante n'est pas une lettre ou un contrat. C'est sa luxueuse maison à Santa Monica, Californie. L'accusation exhibe devant les jurés une photographie agrandie de la villa en bord de plage de Albert, avec une piscine et voiture de luxe pour symboliser le fruit supposé de l'arnaque. Le stratagème fonctionne. Le jury, composé de citoyens modestes, est choqué par ce train de vie luxueux. Un juré expliquera même plus tard. C'est à cause de la maison. Quelqu'un qui voulait vraiment bien faire et livrer toutes les commandes n'aurait pas vécu dans une villa aussi coûteuse. Le verdict tombe et Gary Albert est reconnu coupable. Il évite la prison immédiatement car Gary Albert fait appel. Mais cette victoire judiciaire ne sera que temporaire. Après des années de bataille juridique et un second procès en 1981, où la fameuse photo de la maison ressort encore en évidence, toutes ces manœuvres échouent. Puis en 1984, Gary Albert épuise ses recours. Il a tout perdu, y compris sa fortune engloutie dans sa défense. Cette année-là, il n'est plus le roi du marketing roulant en Cadillac, mais un homme seul, brisé, qui doit payer ses dettes à la société. Le 21 mai 1984, Gary Albert se présente donc à la prison fédérale de Boron pour y purger sa peine. Il passe des palaces de luxe à une caserne austère transformée en prison fédérale. Ironie du sort, ce camp de rétention est relativement clément, où il n'y a ni barreaux aux fenêtres, ni barbelés, réservé aux délinquants non violents. Mais pour Gary Albert, le choc est rude. Le voilà en compagnie de 500 autres détenus, en plein désert, loin de sa famille et de la vie luxueuse qu'il menait grâce au copyright. Isolé dans sa cellule, Gary Albert aurait pu s'effondrer ou ruminer sur son sort. Au lieu de ça, il transforme son incarcération en une sorte de retraite forcée, propice à l'écriture et à l'introspection. Durant les 10 mois qu'il passe à Boron, Gary Albert écrit presque tous les jours. Mais fait surprenant, il ne rédige ni autobiographie larmoyante, ni manifeste pour clamer son innocence. Il ne tente pas non plus de concocter depuis sa cellule une nouvelle promo millionnaire. Aucun mailing, aucune pub, ni plan marketing ne sort de sa plume en prison. Non, Albert décide d'écrire de simples lettres personnelles, adressées à un destinataire bien particulier, son plus jeune fils,
Bond, Albert. Ce qui commence comme une correspondance père-fils va devenir une véritable leçon de vie et de marketing épistolaire. Gary Albert consigne dans ses lettres tout ce qu'il aurait voulu enseigner à son fils en son absence. Il mélange des conseils très pragmatiques sur le business et la vente avec des préceptes de vie quotidienne, surprenants venant d'un prisonnier. Par exemple, dès sa première lettre, il ordonne à Bond, son fils, de prendre soin de sa santé. Sors du lit et bouge, Bond. Va marcher ou courir 30 minutes chaque matin. Tu te sentiras frais et tes idées seront plus claires pour le reste de la journée. Dans cet environnement carcéral, Albert insiste sur la discipline personnelle. Bien manger, faire du sport, se lever. Il sait que la clarté d'esprit et l'énergie physique sont les armes secrètes d'un bon entrepreneur, même derrière les barreaux. Au fil de ses lettres écrites à la main et datées presque chaque jour, Gary distille patiemment les secrets d'une carrière qui a généré millions de dollars. Il s'adresse à Bond comme un apprenti copywriter, mais aussi comme le jeune homme qui doit apprendre la vie. Ces lettres deviendront plus tard la Bible du copywriting, intitulée The Boron Letter, du nom de cette prison perdue dans le désert. Pour les spécialistes du marketing, ce recueil est considéré comme un véritable trésor d'enseignement, né pourtant d'une situation bien sombre. Jamais un texte écrit en détention n'aura eu un tel impact dans le monde. En lisant ces lettres, on s'aperçoit que la prison a affûté la plume de Gary au lieu de l'éteindre. Son style y est simple, direct, sans pitié, comme s'il écrivait le cœur ouvert. Conscient que chaque phrase écrite à Bond pourrait être la plus importante. On y retrouve même son humour, son franc-parler, mais surtout une multitude d'anecdotes et de principes intemporels sur le marketing. Ces lettres, écrites depuis la prison de Boron, contiennent 25 chapitres de conseils que Gary Albert voulait transmettre à son fils. Elles couvrent un large éventail de sujets, depuis la philosophie du succès jusqu'aux techniques concrètes de copywriting. Voici quelques enseignements majeurs que l'on peut retenir de ces Boron Letters. Des lettres qui ont inspiré des milliers et des milliers de copywriters à travers le monde. Trouvez une foule affamée avant de créer votre produit ou votre service, martèle Gary Albert dans son livre. Autrement dit, recherche une foule solvable et avide qui adapte ton offre à ce qu'elle désire. Ce principe, illustré par l'anecdote célèbre de la foule affamée, est devenu un mantra du marketing et du copywriting moderne. Albert aimait demander: si tu ouvres un stand de hamburger, quel atout voudrais-tu absolument? Ses étudiants proposaient la meilleure recette, le meilleur emplacement, le meilleur prix. Albert répondait: le seul atout que je veux, c'est une foule affamée. Parce qu'avec un public qui a faim, même un hamburger moyen se vendra tout seul. Cette leçon de Boron est claire. Connais intimement les désirs de ton public cible. Identifie ce que les gens achètent déjà massivement, observe leur comportement et positionne-toi sur ses besoins réels. Autre enseignement que Gary Albert a partagé à Bond dans son livre: vends aux gens ce qu'ils veulent déjà acheter plutôt que d'essayer de leur vendre ce que tu veux leur vendre. C'est un simple rappel que le copywriting commence par l'écoute du marché. Ce conseil, Albert l'a appliqué toute sa vie. Sa fameuse campagne de publi-postage Coat of Arms ciblait astucieusement la fierté familiale, un désir profondément ancré chez son public cible, ce qui explique son taux de réponse record. Autre principe, forgé par la pratique délibérée. Gary Albert donne à Bond un exercice concret pour devenir meilleur en copywriting. Procure-toi une collection de bonnes pubs et de mailings qui réussissent, lis-les à haute voix et recopie-les à la main. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par mimétisme. Recopier des pages de vente, des emails de vente, mot à mot. Ce serait, d'après Albert, un des secrets pour intérioriser les tournures qui vendent à l'écrit. De nombreux élèves de Albert ont suivi ce conseil à la lettre. Ils ont recopié la lettre Coat of Arms afin de ressentir le rythme et la psychologie d'un texte qui vend. C'est un exercice exigeant que Gary Albert a lui-même pratiqué pendant sa jeunesse. Le fait qu'il le recommande encore depuis sa prison montre combien il juge cette technique puissante pour acquérir des bons réflexes de copywriting. La simplicité avant la créativité. Albert prône la simplicité et la clarté dans un bon texte de vente. Selon lui, un bon copywriter sait rendre les choses simples pour le lecteur. Le but n'est pas d'apparaître malin ou créatif, mais de convaincre et de vendre. Gary Albert explique: le lecteur ne doit pas voir l'écriture, il doit voir l'idée. Il rappelle aussi un principe psychologique clé. On décide en une fraction de seconde si on aime ou non quelque chose, et on passe tout le reste du temps à justifier cette première impression. Autrement dit, en copywriting comme ailleurs, ces fondamentaux comme une bonne accroche, un texte clair, une offre ciblée, Albert les érige en loi inviolable du copywriting. Chaque lettre de Gary à Bond se termine par une note affectueuse comme un « je t'aime ». Rappelant que derrière le professeur de marketing, il y a un père qui tente de garder les liens familiales malgré les murs de la prison qui l'entourent. La dimension émotionnelle des Boron Letters est l'une des raisons pour laquelle elle captive autant. On y lit l'amour d'un père, la solitude d'un homme en prison et l'espoir de transmettre un héritage intellectuel à son enfant. En 1985, Gary Albert sort enfin de prison, après avoir purgé environ 10 mois sur sa peine. Il est libre, mais il doit reconstruire sa vie. Beaucoup auraient abandonné après une telle épreuve, mais Albert va au contraire rebondir et amplifier son impact sur le monde du copywriting. Ressourcé par l'écriture de ses lettres en prison, il reprend sa newsletter de Gary Albert Letter et y intègre de nombreuses leçons mûries en prison à Boron. Son ton est plus mordant que jamais, n'hésitant pas à raconter à son audience la face cachée de son succès. Il partage notamment l'histoire de son incarcération pour mettre en garde les entrepreneurs
des erreurs qu'il pourrait commettre et qui ont mené à sa chute. Cette transparence brutale menée à un humour noir lui attire un respect renouvelé. Plutôt que de le discréditer, son passé de tolard forge sa légende. Il est la preuve vivante que l'on peut toucher le fond et remonter plus sage et plus fort. Dans les années qui suivent, Gary Albert continue de conseiller des clients et de former de jeunes copywriters. Sa réputation est telle qu'on le considère comme le meilleur copywriter de l'histoire. Des dizaines d'entreprises font appel à lui pour rédiger des pages de vente et des emails qui relanceront leur croissance. Il anime aussi des séminaires prisés où il partage tous ses secrets. Ceux qui l'écoutent parlent d'un homme charismatique, capable en une phrase de vous dévoiler l'idée qui manque pour transformer un texte banal en arme de vente massive. Il affine même des techniques qu'il a partagées dans les Boron Letters, par exemple la fameuse ouverture en 13 mots, une formule d'accroche ultra percutante dont il démontre l'efficacité dans ses séminaires, ou encore des astuces pour augmenter le taux d'ouverture de ses mails. Plus tard, Albert devient aussi un mentor grâce à l'avènement d'Internet. Dans les années 2000, ses fils, Bond et Kevin, mettent en ligne gratuitement les archives de Gary Albert Letter. On parle là de plus de 25 ans de newsletters et publie The Boron Letters en livre. Aujourd'hui, le nom de Gary Albert est cité dans quasiment tous les ouvrages de copywriting. Sa métaphore de la foule affamée est même enseignée dans les meilleures écoles de commerce pour expliquer l'importance du ciblage du marché. Mais malheureusement, à l'âge de 68 ans, Gary Albert s'éteint des suites d'une crise cardiaque. C'est alors que la communauté du copywriting est en deuil, perdant l'un de ses maîtres à penser. Mais son héritage, lui, est encore vivant. Ses écrits, en particulier les Boron Letters, restent d'actualité et continuent de former les meilleurs copywriters au monde. Ses fils poursuivent d'ailleurs le travail. Bond Albert est devenu un copywriter reconnu qui publie à son tour des ouvrages prolongeant les enseignements paternels. On peut dire que Gary Albert a créé une lignée dans le monde du copywriting. Ce mélange de bon sens brut, de culot marketing, de storytelling percutant inspire toujours de nombreux copywriters dans le monde. L'histoire de Gary Albert est digne d'un film, celle d'un génie du copywriting tombé en disgrâce qui a transformé sa peine de prison en séance de coaching épistolaire. Depuis sa cellule, il a écrit des lettres qui, des années plus tard, continuent de guider les copywriters du monde entier. C'est un récit de chute et de rédemption par le savoir, une illustration que les idées, elles, ne peuvent être emprisonnées. Albert nous a montré qu'il est possible de rebondir après l'échec, et même de transformer un échec en quelque chose de profitable pour les autres. Ces Boron Letters, nés dans la solitude et la chaleur étouffante du désert, sont un chemin tracé pour qui veut apprendre l'art de convaincre par les mots. Elle rappelle aussi que les fondamentaux du copywriting sont intemporels. Connaître son public cible, avoir un message clair, offrir ce que les gens désirent et travailler sans relâche son écriture. Au-delà du marketing, Gary Albert nous enseigne aussi la force de la passion et de la persévérance. Lui qui a connu le sommet et les abîmes, a su tirer de chaque expérience, bonne comme mauvaise, une leçon à partager. Comme il l'écrivait à son fils Bond, tout le monde peut gravir la montagne, mais la différence entre ceux qui arrivent en haut et les autres, c'est simplement de revenir demain pour tenter à nouveau. Gary Albert applique ce principe à la lettre. Il est toujours revenu tenter sa chance, que ce soit en affaires ou dans sa vie personnelle, refusant de rester au sol malgré les coups durs. Son parcours de la prison de Boron au manuel de copywriting restera comme la preuve qu'une bonne idée et la volonté de la communiquer peuvent naître n'importe où, même derrière les barreaux d'une prison. Qu'au final, les mots, eux, sont libres.